Il y a des moments dans la vie où tu as envie de travailler à fond, il y a des moments où tu as envie d'avoir des enfants, il y a des moments où tu as envie de retravailler. Et moi, je suis plutôt dans un mood actuellement où j'ai beaucoup envie de travailler, mais peut-être que ça ne durera pas toute la vie et c'est OK. En 1944, Elsa Triolet est la première femme à obtenir le prix Goncourt qui récompense ses talents de romancière. Pourtant, avant l'écriture, Elsa Triolet confectionnait des bijoux. A l'inverse, notre invitée a d'abord commencé sa carrière dans les lettres en étant diplômée de l'École normale supérieure avant de lancer sa marque de joaillerie, la marque Gemio. Salut Pauline Léniaud, bienvenue dans Vocalm. Salut Simon, merci de m'accueillir. Tes études te prédestinaient à un métier dans l'enseignement, la recherche ou encore le journalisme. Comment ça t'est venu au final cette idée de te lancer dans la joaillerie ? Complètement par hasard. En fait, je me suis quand même rendu compte assez tôt, pas si tôt que ça, puisque j'ai quand même fait 10 ans d'études, que je ne voulais pas enseigner. Donc j'ai perdu un petit peu de temps, mais ça m'est utile aujourd'hui aussi. Et en fait, quand j'ai réalisé que je ne voulais pas être prof, que je ne voulais pas enseigner, je me suis dit, OK, quel est le métier qui m'intéresse ? Et en fait, je me suis rendu compte que ce que je voulais, moi, dans la vie, c'était l'aventure, c'était créer des choses, c'était être sur le terrain. Et j'ai réalisé que le meilleur métier pour faire ça, c'était être entrepreneur. Mais à l'époque, je n'avais pas d'idée. Et quand mon copain de l'époque m'a demandé de l'épouser, j'ai dit oui. On n'avait pas de bague de fiançailles et j'ai été assez étonnée en fait de l'expérience que j'ai reçue quand j'ai été dans des belles maisons de joaillerie. Et je me suis dit mais c'est pas possible, on peut créer une nouvelle marque de joaillerie où on se sente plus à l'aise, où on se sente bien, mais tout en gardant vraiment une exigence de qualité. Et c'est comme ça qu'on a créé Gemio. Donc là, il y a l'idée, maintenant il faut le concrétiser. J'imagine que tu n'as aucun contact à l'origine, que ce soit dans le milieu artisanal, pour confectionner les pierres, pour la fabrication des bijoux. Comment tu as trouvé tous ces contacts ? Tu as tout compris parce qu'entre l'idée et l'exécution, en général, il y a un petit gap et c'était le cas pour nous, d'autant plus qu'on n'avait strictement aucun contact. C'est-à-dire que je ne venais pas d'un métier, je ne venais pas d'une famille de joailliers, ce qui est en général le cas dans ce genre de secteur un petit peu secret. Donc ça a été très difficile et pour être honnête avec toi, j'ai cru pendant longtemps qu'on n'allait pas y arriver. Donc on a mis peut-être 3 mois à avoir ne serait-ce qu'un premier contact pour parler à des ateliers. Parce qu'en fait, on voulait uniquement une fabrication française, c'était important pour nous, mais réussir ne serait-ce qu'à trouver des ateliers qui fabriquent pour nous, c'est cacher le monde de la joaillerie. Les gens ont peur de se faire braquer. Donc en fait, en réalité, ils ne veulent pas se montrer. Donc ne serait-ce que de comprendre qui étaient les ateliers, c'était très très compliqué. Donc ce que je peux juste dire, c'est que je me suis accrochée, je n'ai pas voulu laisser tomber, et puis au bout d'un moment, on a réussi. Au bout d'un moment, vous avez réussi. En 2014, c'est une année un peu marquante pour Gemio, puisque vous avez lancé votre campagne de communication à travers ce char rose un peu emblématique qui a fait exploser la marque. D'où ça vous est venu cette idée où d'habitude dans les marques de joaillerie, on voit plutôt des pubs avec des hommes et des femmes bien habillés dans des beaux lieux. Comment vous avez décidé de vous lancer plutôt sur un autre registre avec ce petit char rose ? Qu'est-ce qui vous est venu Écoute, la réalité, c'est qu'on était David contre Goliath. On est Gemio, une jeune marque de joaillerie. On ne connaît pas le milieu si bien que ça. Enfin, je veux dire, on est vraiment mais contre des mastodontes, des monstres dans le secteur et on se dit, OK, il faut qu'on existe. Qu'est-ce qu'on va faire ? Je me suis dit, il faut qu'on fasse une pub qui soit tellement différente, tellement remarquable au sens remarqué, que les gens aient envie limite de se prendre en photo devant. Et d'ailleurs, c'était mon brief avec l'agence avec laquelle on a travaillé. Je leur ai dit, je veux que les gens s'arrêtent et se prennent en photo devant la pub. Et donc, on a travaillé sur un concept et l'idée, elle était simple, c'était la joaillerie travaille très souvent avec des bestiaires animaliers, donc plein d'animaux, tu vois, la panthère de quartier, etc. Et on s'est dit qu'on allait faire un pied de nez à tout ce bestiaire magnifique animalier, mais nous, l'adapter à notre image, c'est-à-dire avoir un petit chat rose qui soit mignon, bref, qui, si tu veux, traduise le fait qu'on essaye d'être plus proche de notre clientèle. Ce qui a différencié aussi Gemio des autres marques, c'est la digitalisation, le fait de se lancer sur le digital. Quand on se lance face à ces mastodontes sur Internet, est-ce que le plus important finalement, c'est la communication ? Mais alors, tu vois, c'est drôle ce que tu dis parce que souvent, quand on pense digital, on pense distance. Et c'est tout l'inverse. Pour moi, et justement, c'était l'objet de Gemio, c'était de se dire on va utiliser le digital pour créer de la proximité. Les marques de joaillerie ne sont pas particulièrement proches. Et justement, c'est ce qu'on voulait faire en sorte que nos clients se sentent bien, se sentent accueillis, qu'il y ait une vraie expérience. Et donc, par exemple, c'est pour ça qu'on a mis en place de la personnalisation sur le site. Tu peux choisir ta pierre, ton métal, etc. On va envoyer des mails à toutes les étapes de la fabrication du bijou, puisque le bijou est fabriqué sur commande. On va avoir des personnes qui sont disponibles en permanence sur le chat. Bref, on est vraiment présent. Donc tout ça pour dire que le digital, pour moi, c'est un outil de communication hyper puissant pour créer du lien et pas au contraire pour créer de la distance. Vous avez quand même des boutiques physiques en France et aussi maintenant à l'international, en Suisse. C'est quand même important quand on est dans le milieu de la joaillerie d'avoir des boutiques physiques. Écoute, on a mis du temps en réalité à le faire. On a attendu 2015, donc Gemio avait quand même 4 ans. Mais au final, à un moment donné, je me rappelle très bien, j'arrêtais pas de parler à des clients, enfin justement à des non-clients, et je leur demandais « mais pourquoi est-ce que vous n'êtes pas encore client ?» Et ils me disaient toujours « j'ai besoin d'essayer ».
j'ai besoin d'essayer. Et donc je me suis dit, à un moment donné, il faut quand même écouter ces personnes. Et donc on a lancé notre première boutique rue de Seine à Paris, qui est toujours notre flagship. Et depuis, en fait, on en a ouvert maintenant 5 autres, donc effectivement en Suisse, à Genève, à Bruxelles, etc. Tout ça pour dire qu'on a un certain type de clientèle qui a besoin d'essayer ces bijoux. Et c'est légitime. Pour une bague de fiançailles, des alliances, tu as envie aussi de passer un bon moment. Donc moi, je ne crois pas tellement, tu vois, à la dichotomie digitale versus physique. Non, je pense vraiment qu'en fait, il faut que le client puisse avoir les deux. S'il veut uniquement être en physique, il va en physique uniquement. S'il veut uniquement du digital, il fait ça. Mais la plupart des clients, en réalité, veulent les deux. Et c'est le mieux, en fait, qu'on puisse leur apporter. Il y a un autre point qui vous distingue, vous mettez en avant le fait que vous utilisez des matériaux et des pierres éthiques. C'est quoi des matériaux et des pierres éthiques dans la joaillerie? Alors c'est une hyper bonne question. C'est pas si facile que ça parce que le secteur de la joaillerie a une mauvaise réputation. On extrait des pierres, on extrait des matériaux, donc on se dit c'est un secteur qui est assez sale. Mais en fait, il faut réaliser quelque chose, c'est que la plupart des matériaux qui sont utilisés en joaillerie sont des matériaux recyclés. Je te donne un exemple, chez Gemio, on utilise 100% d'or et de platine recyclés. C'est-à-dire qu'on ne va pas aller chercher des choses qui sont extraites de la terre, on va aller reprendre d'anciens bijoux. Typiquement, en France, il y a énormément de personnes qui ont d'anciens bijoux, qui les revendent. C'est d'ailleurs un bon moyen de financer de nouveaux bijoux pour ensuite, justement, que cet or soit recyclé. Donc par exemple, nous, c'est ce qu'on va utiliser. L'upcycling, en fait, en joaillerie, c'est un truc qui existe depuis des générations et des générations, notamment parce que ça coûte très cher les matériaux en joaillerie, donc on n'a pas envie de les balancer. C'est pas comme tu vois un vêtement où finalement le coût de revient n'est pas très important. Nous, c'est tout l'inverse. Donc en fait, en joaillerie, on va tout faire pour préserver les matériaux. Ça, c'est sur le côté recyclage. Et puis sur l'extraction des pierres, nous, on travaille avec que des personnes qui ont des labels, donc notamment un label qui est assez connu qui s'appelle le RJC, Responsible Jewelry Council, connu bien sûr pour les joailliers, mais qui va attester, si tu veux, que tes fournisseurs en fait font les choses bien. Donc je te dis pas que c'est parfait, et je pense qu'il faut pas mentir aux gens et leur dire non mais c'est génial, c'est le monde des bisounours, c'est pas vrai, mais par contre on fait vraiment en sorte de travailler avec des gens bien. On va parler un peu de toi maintenant après avoir parlé de Gemio. Avant de te lancer dans l'entrepreneuriat, tu as passé une formation au sein d'HEC. Aujourd'hui, tu proposes des formations, tu donnes des conseils sur l'entrepreneuriat à travers tes réseaux sociaux. En quoi c'est important de se former avant de se lancer? Je pense que c'est essentiel parce que ça fait gagner du temps, tout simplement. Moi, quand j'ai fait mes premières études, c'est des études littéraires et je me rends compte maintenant à quel point ces études littéraires, ne serait-ce que dans une interview comme celle-ci, ne serait-ce que quand je dois faire un communiqué de presse, ne serait-ce que quand je dois m'exprimer publiquement, en fait, ces études littéraires m'ont été utiles. Je le dis maintenant avec du recul. À l'époque, j'avais l'impression d'avoir perdu 10 ans de ma vie, tu vois. Et pareil pour HEC, je pense que si je n'avais pas fait cette école, franchement, j'aurais pas eu un mindset d'entrepreneur, j'aurais pas compris ce que c'est que le business. Alors, je te dis pas que dans la pratique, c'est pas l'expérience qui m'a réellement appris des choses que maintenant j'applique, mais je pense que ça m'a vraiment débloqué, notamment débloqué sur l'importance d'avoir un réseau, sur le fait de ne pas avoir peur des chiffres aussi. Moi, j'étais une littéraire, honnêtement, j'avais peur des chiffres, j'avais peur d'Excel, et c'est à HEC que j'ai compris que non, c'est de l'arithmétique et que j'étais pas plus bête qu'une autre et que je pouvais le faire. Donc, c'est presque plus des déclics, tu vois, de confiance en soi que ça m'a appris, mais ça, c'est assez essentiel pour ensuite je crois, réussir. Donc tu proposes de la formation, il y a Gemio, il y a aussi ta vie sur les réseaux sociaux et tu as aussi lancé ton podcast en 2018 qui s'appelait Le Gratin et maintenant le podcast de Pauline Léniaud. Pourquoi avoir décidé de diversifier ton activité à ce moment-là alors que Gemio cartonnait? Écoute, en fait j'avais besoin d'autre chose. J'avais besoin de sortir de ma bulle. Je travaillais beaucoup, je travaillais avec mon mari, on parlait que de Gemio tout le temps. Je travaillais vraiment énormément et à un moment donné, j'ai eu besoin d'air. Franchement, c'est juste ça la vérité. Et donc, je me suis mis à écouter des podcasts. J'ai adoré. Et je me suis dit, mais pourquoi est-ce que je ne créerais pas le mien? C'est la meilleure opportunité pour rencontrer des gens que je trouve inspirants. Donc en fait, c'était complètement personnel, si tu veux, c'était complètement égoïste, on va dire. J'avais juste envie de rencontrer des personnes passionnantes et d'avoir presque un prétexte, tu vois, pour le faire. Puis je me suis dit, au final, en plus, je pourrais le partager à d'autres personnes, peut-être que ça leur sera utile. Donc c'est comme ça que je l'ai lancé, en me disant, on verra, je ferai 4-5 épisodes. Et puis au final, je ne me suis jamais arrêtée. 4 ans plus tard, ça continue. Et ce qui est génial, c'est que si tu veux, 4 ans plus tard, je suis quasiment à 200 épisodes sur ce podcast et je continue à m'éclater. J'en ai fait 2 cette semaine et j'adore, j'apprends plein de choses que j'applique à Gemio. Donc c'est assez formidable à quel point ça va créer en plus des liens, si tu veux, ces 2 vies parallèles. C'est des témoignages avec des personnes inspirantes, tu le disais, et justement, je voyais dans une interview que ce podcast, pour toi, c'était aussi dans un moment où tu étais un peu dans le down. On valorise beaucoup la vie d'entrepreneur comme quelque chose de génial, etc., sur LinkedIn, sur les réseaux, mais finalement, la vie d'entrepreneur, c'est aussi des coups bas, des moments où on ne va pas très bien. C'est des moments même très durs. Donc typiquement, quand j'ai lancé le podcast, c'était en 2018, je n'allais pas bien. J'étais à une période où je me posais des questions, je me disais, est-ce que je veux rester chez Gemio ou pas? La boîte allait bien, donc c'était même pas lié, si tu veux, au chiffre d'affaires, etc. C'était moi, personnellement, je me sentais pas à ma place.
je me disais, ça fait 6-7 ans que je travaille chez Gemio, c'est le moment soit de rempiler, soit de passer à autre chose. Donc, je n'avais pas pris la décision, si tu veux, de me dire, est-ce que c'est pour toute la vie, d'une certaine manière, ou est-ce que, en fait, c'est une parenthèse qu'il faut que je ferme. Et donc, il fallait que je prenne cette décision, et tant que je ne l'avais pas prise, je n'étais pas bien, parce qu'en fait, je ne savais pas où j'allais aller. Et le podcast m'a aidé à prendre cette décision, parce qu'en fait, en allant parler à d'autres personnes, en m'ouvrant vers l'extérieur, je me suis rendu compte que je m'éclatais chez Gemio et que j'avais envie de continuer et que j'avais envie de continuer pour toute la vie. Mais j'avais besoin d'aller voir ailleurs pour en être assurée. Et donc tout ça pour dire que tu as tout à fait raison, qu'on passe tous par des périodes de moins bien et je pense que c'est normal, je pense que c'est plutôt sain parce qu'en réalité c'est ça aussi qui nous fait prendre des décisions et qui nous fait grandir. Cette passion du podcast, est-ce qu'aujourd'hui tu as réussi à en faire elle aussi une aventure entrepreneuriale et de la monétiser? On sait que le podcast c'est quand même difficile comme marché. Est-ce qu'aujourd'hui tu as réussi à le monétiser? Je monétise le podcast et je le monétise plutôt bien pour tout te dire, mais j'ai mis du temps. Là aussi, tu vois, je ne veux pas faire croire que tu claques des doigts, c'est bon, ça fonctionne, on est tous contents. Non, j'ai travaillé pendant 2 ans, j'ai fait des épisodes toutes les semaines. Toutes les semaines, c'est énorme. Des épisodes de 1h à 1h30 toutes les semaines. Au début, c'est moi qui faisais le montage, c'est moi qui faisais littéralement tout, en plus de mon travail chez Gemio. Et au bout de 2 ans seulement, j'ai eu une audience suffisante, autour de 200 000, je pense, personnes qui nous écoutaient tous les mois, pour pouvoir commencer à le monétiser. Mais donc, j'ai dû attendre 2 ans. Et pendant ce temps-là, je ne faisais pas que ça, je faisais Gemio et je commençais en plus à avoir une activité sur les réseaux sociaux. À l'époque, j'avais personne qui me suivait sur les réseaux sociaux. Maintenant, j'ai des centaines de milliers de followers. Tout ça pour dire que tout ça, c'est du travail et du travail vraiment de manière assez acharnée, située et persistante, qui fait que j'ai pu commencer à le monétiser. Et sur ces plus de 200 interviews, laquelle t'as préféré quelle personnalité t'as préféré interviewer? C'est hyper difficile comme question parce qu'en fait, à chaque fois quasiment que je fais une nouvelle interview, je me dis c'est celle-là. Donc je pourrais pas te dire ça. Après, je pense qu'il y a 2 interviews qui m'ont marquée parce qu'en fait, c'est des personnalités tellement à part. Je dirais pas que c'est celles qui m'ont le plus appris, mais c'est celles qui m'ont le plus touchée. Il y en a une avec quelqu'un qui s'appelle Alain Juillet. Alain Juillet, c'est un espion. Il a été en fait le directeur des services secrets français, mais toute sa famille l'ignorait. Et en fait, sa famille l'a compris seulement quand un jour publiquement dans la presse, ils l'ont lu. Et donc en fait, il a mené une double vie toute sa vie. Je l'ai interviewé, je crois qu'il a 84 ans. Donc en fait, si tu veux, il a une histoire, il a une expérience exceptionnel. Écoute-le, je t'assure, c'est incroyable comme épisode. D'ailleurs, je crois que c'est l'un des épisodes les plus écoutés du podcast, alors qu'il n'est pas si connu que ça. Et puis, une autre personne aussi, mais ça, c'est plus pour des raisons personnelles, c'est Jacob Abou. Jacob Abou qui a été mon mentor et qui est une des personnes qui m'a aidé à me lancer dans l'entrepreneuriat. Je l'ai rencontré quand j'étais à HEC Entrepreneur et c'est lui qui m'a dit « Tu as du potentiel, Pauline, tu devrais prendre confiance en toi ». Il m'a tendu la main, d'une certaine manière. Et donc, c'est vrai que c'est une personne qui m'est chère. Et la personne que tu n'as pas encore reçue et que tu rêverais d'interviewer? Bernard Arnault, à 100%. Bernard, si tu nous écoutes. Bien sûr, Bernard écoute attentivement. Mais bien sûr. Il se fait tous les replays. Tu es très actif sur les réseaux, on l'a dit, sur LinkedIn, sur TikTok, Instagram, tu donnes beaucoup de conseils. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut te comparer à une entrepreneur/influenceur? Sans doute. Sans doute. Moi, je ne me considère pas comme influenceur parce que je ne monétise pas mes réseaux sociaux. D'ailleurs, je prends grand soin de le dire. Tout ce que je publie sur mes réseaux sociaux, ce sont des conseils, ce sont des contenus que j'ai envie de partager avec mon audience, mais ce ne sont pas des contenus sponsorisés. Donc, je ne me considère pas comme une influenceuse. Mais après, d'un autre côté, j'influence des gens, j'en ai bien conscience. Donc oui, en fait, techniquement, je suis une influenceuse. Après, ça n'est pas mon métier, si tu veux. Donc, je suis, on va dire, une influenceuse du dimanche, si tu veux. Tu influences des gens et toi, qui t'influence? Beaucoup de monde m'influence. Déjà quasiment tous mes invités de podcast et c'est pour ça que je vais les chercher. Ils m'influencent réellement. À chaque fois que je fais une interview, je prends énormément de notes et j'essaie toujours de me poser la question qu'est-ce que je peux retirer de cette interview? Qu'est-ce que je peux appliquer, tu vois, à ma vie? Et je t'assure, il y a un nombre de choses que j'ai pu mettre en place dans ma vie, que ce soit dans mes processus de recrutement, que ce soit des brainstorms au sein de l'équipe, que ce soit dans mon management. Il y a vraiment beaucoup de choses en fait que j'ai pu mettre en place suite à ces interviews. Donc je dirais que c'est principalement ça qui va m'influencer. Et puis aussi sur les réseaux sociaux, je peux avoir des personnes qui m'influencent. Tu as plusieurs activités, on l'a dit. Comment tu gères ton quotidien? Ça doit être un rythme effréné quand même? C'est un rythme qui n'est pas facile. Je ne veux pas mentir justement. C'est d'ailleurs pas facile pour moi. Tu vois, on parlait de difficultés de l'entrepreneur. En fait, moi, j'adore faire plein de choses. J'adore les projets. Donc forcément, je me lance dans plein de projets. Parfois, il faut quand même un petit peu prioriser. Donc, il y a quand même un certain nombre de choix que je fais. Mais néanmoins, je ne te dis pas que c'est facile tous les jours parce que, tu vois, hier soir, j'ai fini à minuit. Enfin, je travaille beaucoup. Je ne sais pas si j'ai envie de le faire toute la vie. Mais je pense que c'est ça qui est important aussi, c'est de se dire, il y a des périodes dans la vie. Et souvent, on se dit, non mais
Bah, en fait, la vie, c'est un peu, tu vois, une seule ligne. Moi, je suis assez convaincue que la vie, c'est une succession de parenthèses et qu'en fait, on peut changer et qu'il y a des moments dans la vie où tu as envie de travailler à fond, il y a des moments où tu as envie d'avoir des enfants, il y a des moments où tu as envie de retravailler. Et moi, je suis plutôt dans un mood actuellement où j'ai beaucoup envie de travailler, mais peut-être que ça ne durera pas toute la vie et c'est OK. Gemio fête ses 10 ans cette année. Les marques de joaillerie souvent sont centenaires, sont là depuis plusieurs années. Tu as fait une campagne de pub à travers un chat. Donc Gemio, en âge de joaillerie, de marque de joaillerie, tu as quel âge là finalement? Tu as 10 ans, mais ça représente combien? C'est une bonne question. J'ai mis ouais 10 ans, Cartier a genre 200 ans. Donc en fait, c'est vrai qu'on est un peu le petit bébé. D'ailleurs, le charreau, c'était un chaton. Donc c'était vraiment un tout petit. Il avait 3 mois ce chaton. Et c'était assez significatif. Et la devise de Gemio, c'est jeune et joaillier. Déjà pour assumer le côté qu'on est jeune, ce qui est rare dans le secteur de la joaillerie. Mais aussi qu'on a un état d'esprit, si tu veux, peut-être plus moderne que les joailliers traditionnels. Alors pour répondre à ta question, je dirais que maintenant on est un bébé mais qui fait ses nuits. Tu vois, on en est à ce stade. Ouais, ça y est, vous commencez à être un peu plus tranquille. Voilà. Bon, alors du coup, à la fois pour Gemio et pour toi, Pauline, c'est quoi les prochains défis là, à l'avenir? L'international, assez clairement, pour Gemio. Donc tu l'as dit, on a ouvert Bruxelles, on a ouvert Genève, on a encore énormément de projets. Je ne peux pas les dévoiler, mais Gemio se développe très bien et j'aimerais vraiment en faire une marque référente à l'échelle mondiale. Et donc ça, c'est un gros projet. Tu comprends mieux peut-être pourquoi je te dis que maintenant c'est un projet de vie, que vraiment en fait on en a énormément encore sous le pied. Et puis sinon, à titre personnel, continuer en fait à faire tout ce que je fais avec le podcast et avec mes formations, c'est-à-dire en fait aider un maximum de monde. Moi, ce qui me porte, c'est d'avoir de l'impact, d'aider vraiment des personnes à prendre des décisions, à changer, à se remettre en question. Et si j'arrive à le faire sur un maximum de monde, mais vraiment, je t'assure, ça me fait chaud au cœur, je pense que tu le sens. Donc j'ai juste envie de continuer et vraiment juste de toucher un maximum de monde dans les pays francophones et peut-être un jour plus loin aussi. On ne sait pas. Merci beaucoup, Pauline, d'avoir accepté l'invitation. Merci, Simon. Quant à nous, on se retrouve très vite pour une prochaine interview au Cannes. Ciao.